Nous allons nous intéresser dans cette première capsule à la formation des images au fond de l'œil, c'est-à-dire comment les images peuvent se former d'une manière nette au fond de l'œil. Si on fait une dissection d'un œil, on voit qu'il est constitué par trois enveloppes concentriques. On a d'abord à l'extérieur la sclérotique, en dessous la choroïde et enfin la rétine qui est ici représentée donc par une couche marron. À l'avant de l'œil, la sclérotique devient transparente et va former ce qu'on appelle la cornée. La choroïde, quant à elle, à l'avant de l'œil, va se colorer pour former ce qu'on appelle l'iris. Elle va s'interrompre au niveau de cette zone qu'on appelle la pupille. Alors l'iris se contracte et se dilate, ce qui régule la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Alors, la lumière qui atteint l'œil atteint tout d'abord la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, le corps vitré ou l'humeur vitrée, et enfin l'image se forme au fond sur la rétine. Donc finalement, la lumière qui traverse l'œil pour atteindre la rétine, eh bien, traverse des milieux transparents. Les rayons lumineux qui proviennent d'un objet lointain, parallèles entre eux, une fois réfractés, déviés, par la cornée, puis par le cristallin, qui joue le rôle en fait d'une lentille convergente, eh bien, vont converger en un point, le foyer. Et si l'œil ne présente aucune anomalie de la vision, eh bien, ce point de convergence, ce foyer, se situe sur la rétine. On verra tout à l'heure qu'il y a quelques anomalies de la vision. Alors, en physique, vous avez certainement déjà assimilé l'œil à une lentille convergente, et sur ce schéma vous sont rappelés les principes de construction d'une image à partir donc d'une lentille d'un objet dont l'image passe à travers une lentille convergente. Alors le cristallin a la forme d'une lentille biconvexe et transparente. On voit ici qu'elle est organisée en fibres concentriques, et ces fibres concentriques sont constituées de cellules que l'on voit ici, qui sont en fait dépourvues de noyaux et qui contiennent une protéine soluble et transparente qu'on appelle la cristalline. Donc finalement, le cristallin est une structure de l'œil qui doit sa transparence donc à une particularité de ces cellules. Alors, le cristallin joue le rôle d'une lentille déformable. En effet, lorsqu'un objet est proche, on l'a vu tout à l'heure, pour former une image nette sur la rétine, le cristallin va ce qu'on appelle accommoder, c'est-à-dire qu'il va diminuer, comme on le voit ici, son rayon de courbure, sa face antérieure notamment va se bomber, et l'image qui était au-delà de l'œil, finalement va être ramenée sur la rétine. Alors, le cristallin est élastique, il peut se déformer par le glissement les unes sur les autres des fibres qui le constituent. Et notamment, sa déformation va être contrôlée par des muscles qu'on appelle des muscles ciliaires, donc représentés ici, qui sont reliés, enfin rattachés au cristallin par ce qu'on appelle la zonule de Zinn, qui correspond en fait à des ligaments suspenseurs, donc reliés entre le cristallin et les muscles ciliaires. Alors que se passe-t-il quand un objet est distant? Eh bien, les muscles ciliaires sont relâchés, ce qui va provoquer une tension du ligament. Et donc le cristallin va être relâché ou aplati. On le voit ici, si les fibres ciliaires sont relâchées, eh bien le ligament va être tendu et ça va donc tirer sur le cristallin et il va avoir une forme dite relâchée. Par contre, dans le cas d'un objet proche, où normalement, si on ne fait aucune accommodation, si le cristallin ne se déforme pas, l'image est située à l'arrière, il faut donc modifier la courbure du cristallin. Eh bien, cette fois-ci, les muscles ciliaires se contractent, donc c'est par exemple quand vous êtes en train de lire, donc les muscles ciliaires se contractent, et on voit bien qu'en se contractant,
les muscles ciliaires relâchent la tension qu'il y avait sur les ligaments suspenseurs ici, par rapport à ceci. Et donc, finalement, le cristallin va prendre une forme plus bombée, il va augmenter sa convergence et les rayons lumineux vont pouvoir ici converger beaucoup plus près avec un foyer donc plus proche et donc converger sur la rétine. Alors il faut savoir que cette modification de courbure est réalisée par voie réflexe. En fait, il y a détection par le cortex cérébral d'une image floue. Et ça va entraîner automatiquement l'envoi de messages commandant la contraction des muscles ciliaires. Hein, c'est ce qui se passe, je vous le disais, quand vous êtes en train de lire. Alors, citons quelques anomalies liées donc, au vieillissement du cristallin, par exemple. Donc, dans le cadre d'un œil myope, eh bien, le cristallin est trop bombé, il est trop convergent, et l'image se forme en avant de la rétine. Cette image est donc floue. Au contraire, dans le cadre d'un œil hypermétrope, le cristallin n'est pas assez convergent, il est moins bombé, et l'image va se projeter à l'arrière de la rétine. Si le cristallin perd sa transparence, eh bien son opacification va gêner la transmission des rayons lumineux et va entraîner des troubles de la vision. C'est ce qu'on appelle la cataracte. On voit par exemple ici une vision avec cataracte où l'ensemble du champ visuel est flou. Eh bien, elle peut se produire dès le jeune âge en cas de mutation génétique, ou alors, c'est le cas le plus fréquent, avec le vieillissement, ce qu'on appelle la cataracte sénile. Alors, il faut savoir qu'il y a des facteurs de l'environnement comme les ultraviolets, la fumée, un taux de sucre important dans le sang, ce qu'on va appeler diabète, qui peuvent être responsables de ces modifications, c'est-à-dire ici de l'opacification euh, du cristallin. Enfin, pour finir avec une dernière anomalie liée à la vision, eh bien, avec l'âge, le cristallin peut aussi perdre de son élasticité. Et donc, finalement, l'accommodation va être plus difficile et c'est ce qu'on appelle la presbytie.